cette recommandation de récit one shot. Dedans, il y a de tout. Il y a de la fantaisie, de la romantasy. Enfin, il y a principalement que de l'imaginaire, hein, mais fantaisie, romantasy. Il y a du jeunesse, du young adulte, de l'adulte. Vraiment, je vous ai fait un mix de tous les récits one shot que j'ai adoré et que je vous recommande. C'est un format que j'aime beaucoup puisque je sais très bien que quand j'aurai fini le livre, j'aurais pas besoin d'attendre une suite, il a une fin en lui-même. Si vous ne voulez louper aucune de mes vidéos recommandations, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre également un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et mettez-moi vous en commentaire vos récits one shot que vous avez adorés et ceux que vous recommandez tout le temps. On va commencer par l'un de mes plus gros coups de cœur, récit one shot. On est sur de la fantaisie adulte, mais très adulte, avec un langage très poussé, mais que j'ai vraiment adoré. Là, donc c'est Jean-Philippe Jaworski, Gagner la guerre, j'ai vraiment adoré. Et je sais que toutes celles et ceux qui l'ont lu et qui apprécient le genre du fantasy adulte ont vraiment beaucoup aimé également. Don Benvenuto est au service du Podestà. Et le Podestà, c'est un petit peu le maire, on va dire, enfin, il fait un petit peu partie de la politique de sa ville. Donc, bref, c'est un vieux monde imaginé par Jean-Philippe Jaworski. Et il va faire un petit peu tout ce que le Podestà lui demande, que ce soit totalement légitime ou que ce soit absolument proscrit et hors la loi. Autant vous le dire, Don Benvenuto n'est pas un homme très sympa, n'est pas le grand prince charmant que vous retrouverez dans n'importe quelle histoire de fantasy, absolument pas. Lui, c'est quelqu'un de moralement très douteux et qui, malgré ça, arrive toujours à s'en sortir. Et justement, c'est son côté bagou et son intelligence qui fait qu'il se sort toujours des situations les plus rocambolesques. Un jour, le Podestà l'envoie dans une mission assez particulière. Ça ne se déroule absolument pas comme prévu. Et Don Benvenuto va devoir sortir des griffes pour réussir à sortir vivant de tout ce complot. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir un petit peu plus le personnage, mais je tiens à vous dire attention au trigger warning, il n'y en a pas du tout annoncé dedans et pourtant il y en a quand même pas mal. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous le dirai. Il faut vraiment faire attention parce que je crois que c'est l'un des livres qui m'a le plus trigger que j'ai lu et surtout principalement parce que je ne m'y attendais absolument pas. Le langage est riche, il est subtil, il est hyper intéressant. C'est l'un des seuls livres où on peut me décrire une balade en forêt pendant 20 pages. Je ne m'ennuie pas, vraiment. Jean-Philippe Jaworski a une de ses plumes et un de ses talents pour nous immerger. C'est absolument incroyable. C'est pour ça que ce sera toujours un livre que je recommanderai chaudement. Un livre de Avaride, donc un passé englouti. Il est assez court. Je sais que je l'avais lu en 1 ou 2 jours. Il fait même pas 400 pages, j'avais vraiment adoré. C'est un roman young adulte, mais quand même avec un petit côté assez sombre, une dark academia on se laisse facilement transporter dedans. On va suivre l'histoire d'Effie, donc Effie qui est cette personne-là, qui est une personne assez réservée et qui adore les histoires et les légendes du petit peuple. Tout le monde pense qu'elle vit encore dans son monde imaginaire d'enfant, mais elle est persuadée que le petit peuple existe toujours. Le petit peuple, c'est un petit peu tout ce qui est fait, vous voyez, la féerie, les fées, les gnomes, les gobelins, etc. Mais sauf que dans ce monde-là, le petit peuple n'est pas si sympa que ça, loin de là. Son auteur préféré c'est Emrys et lorsqu'elle se sent vraiment trop en décalage dans la société, elle se plonge très souvent dans son œuvre, Les pages d'Angarad et vraiment c'est là-bas qu'elle trouve son refuge. Un jour il y a une offre assez particulière, c'est-à-dire que on propose de faire un espèce de jeu concours pour pouvoir réussir à rénover le manoir d'Emrys, donc Emrys qui est son auteur du coup, mais qui est décédé et on lui propose du coup un contrat pour rénover ce manoir et elle, ça tombe bien, elle fait des études d'architecture. Par chance, c'est elle qui est sélectionnée. Elle est donc catapultée dans le manoir d'Iraët, mais il y a un autre jeune homme qui est également sélectionné. Et malheureusement, ce jeune homme la considère totalement folle et pense que les fées, vision petit peuple, etc., ça n'existe absolument pas et que surtout, son auteur est un gros escroc. Ensemble, ils vont donc mener l'enquête et vous allez découvrir des choses assez sombres et assez lugubres. Personnellement, j'en garde un très bon souvenir, j'ai adoré cette lecture. Alors, je l'ai mis dans le one shot, même si je sais qu'il y a une autre histoire, un préquel avec les deux mêmes personnages, mais clairement, cette histoire se suffit en elle-même. La fin, comment ça se termine, il n'y a pas besoin d'une suite, vraiment. C'est pour ça que pour moi, il est dans la catégorie des one shot avec un livre bonus supplémentaire.
La plume est assez riche tout en étant quand même assez simple, il est quand même assez abordable, mais voilà, c'est du young adulte, il y a quelques petits trigger warnings sans plus. Si vous voulez vous plonger dedans, vraiment, je suis sûre que vous allez l'adorer. La tisseuse de vente de Nina Lan, c'est un one-shot qui je trouve a un potentiel absolument extraordinaire pour faire une saga, pour faire un univers et même faire quelque chose de plus adulte. Parce que là, clairement, on est sur un livre jeunesse. Je crois qu'il est à partir de 13 ou plus, quelque chose comme ça. Mais vraiment, il a un potentiel de dingue. Et en plus de ça, l'autrice a gagné le prix Imaginal pour les livres jeunesse. Et c'est vraiment amplement mérité. Eloé est une jeune fille qui recueille les vents magiques dans un moulin. Et en fait, grâce à ces vents magiques, elle nourrit des espèces de pierres qui font le fonctionnement un petit peu de sa cité. Elle fait donc partie des talentueux et tous les talentueux sont appelés un jour à aller au château pour passer la cérémonie du privilège. En fait, la cérémonie du privilège, c'est très simple. Vous passez un devant la royauté et ils vous disent si votre talent particulier est suffisamment utile ou non à la société. Et soit vous allez travailler directement dans le château, soit vous essayez de vous débrouiller pour survivre. Eloé est appelée un peu plus tôt que d'habitude parce que justement il y a une petite situation exceptionnelle qui fait que la royauté demande à ce que beaucoup plus de monde passe la cérémonie du privilège et elle veut pas trop y aller parce qu'elle doit abandonner en fait son meilleur ami Myrtille. Le problème c'est que la famille de son meilleur ami est malade et elle y voit donc une opportunité. Elle va aller au château et elle va essayer de trouver un guérisseur justement pour sauver Myrtille et sa famille. Là-bas, elle va trouver un soigneur un peu particulier puisque la seule aide qu'elle trouve, c'est le prince. Cela dit, on lui demande un prix beaucoup trop élevé pour justement cette aide. J'en ai déjà fait son éloge à plusieurs reprises sur mes différents comptes, mais vraiment, ce livre, ce one-shot est absolument incroyable. J'ai été vraiment ravie de découvrir l'univers que Nina Lan nous a pondu. Elle a vraiment une imagination absolument exceptionnelle et je vous jure, ce potentiel est absolument incroyable. La moi de fantasy adulte n'a pas pu s'empêcher de penser à chaque fois à quel point on pouvait utiliser tout ce système, tout cet organisme qu'elle a créé dans quelque chose de beaucoup plus sombre et de beaucoup plus dark. Vraiment, c'était incroyable. J'ai adoré. L'histoire est vraiment bien ficelée, bien menée. Même si je vous avouerai qu'au début, les actions sont quand même assez rapides, mais la fin est beaucoup mieux travaillée et on a une fin épique comme on aime. On va rester dans la même maison d'édition avec également un livre jeunesse, La lignée des maudits de Blouin et Gilou. Ici, on va suivre Ava qui est la seule vraie médium de sa famille, sauf qu'en fait, toute sa famille se fait passer pour des médiums. Ce sont des charlatans. Ava, c'est la seule qui est une vraie médium, mais toute sa famille ne sait pas que c'est une vraie médium. Seules ses cousines le savent. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas être exploitée par sa famille qui utilise déjà des faux pouvoirs pour amasser pas mal d'argent. Un jour, le prince meurt et la reine va dans la famille d'Ava et leur dit « Vous allez utiliser vos pouvoirs de médium, vous allez découvrir qui a tué mon fils et si jamais vous ne trouvez pas le responsable, c'est vous qui allez mourir. » Ava décide donc d'accepter son pouvoir et de mener l'enquête afin de savoir qui a tué ce fameux prince. Entre mystère et complot, elle va découvrir énormément de choses et elle va dévoiler peu à peu la vérité à sa famille. J'ai beaucoup aimé lire ce livre, même si je l'ai trouvé très prévisible. Je trouve que c'est un petit cozy mystery très... comment vous dire, très bien mené, très bien ficelé, où forcément c'est plutôt cosy, donc c'est très prévisible, hein, je me répète, je sais, mais l'ambiance lugubre est assez dark et assez bien menée, et je trouve qu'on est bien immergé dans l'histoire, on a vraiment l'impression en fait de se retrouver à Édimbourg dans les années 1870. Clairement, il n'y a pas réellement de surprise quant à la finalité de la chose, mais je trouve qu'il mérite sa place dans les recommandations de livres one-shot que j'ai dans ma bibliothèque. Ensuite, un livre beaucoup plus contemplatif et un livre qui ouvre à beaucoup plus de questionnements, Babel de R.F. Robin est un orphelin chinois qui est recueilli par un universitaire et son tuteur remarque qu'il a quand même pas mal de capacités pour apprendre la lecture, l'écriture et la traduction. Et donc il va utiliser ses capacités pour le faire développer et surtout pour l'envoyer à Babel, qui est le cœur de la traduction mais surtout de l'argentomagie. Vous allez découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est que l'argentomagie, mais clairement c'est ça qui domine un petit peu tout le monde d'Oxford, de Londres et de l'Europe de manière générale.
Sauf que là-bas, Robin va découvrir qu'il y a énormément d'inégalités et d'injustices au sein de l'université et il va profiter de sa place d'étudiant pour essayer de changer le monde, mais de l'intérieur. Ce livre va aborder énormément de sujets qui, je trouve, sont importants, tels que la traduction, le pouvoir, le racisme, le féminisme, mais aussi le colonialisme. Sachez pour la petite info que R.F. Kuang a énormément utilisé de son propre passé pour écrire le personnage de Robin. Comme lui, elle a appris à lire grâce aux livres et aux ouvrages d'anglais que son père, du coup, lui amenait et qu'elle vient de la même région, du coup, que Robin. Donc l'immersion est vraiment totale. Là, on n'est absolument pas sur un roman fantasy avec énormément de quêtes, épiques, de combats. Pas du tout, comme je le dis, c'est vraiment un livre qui pousse à l'introspection et à la réflexion. Et je pense qu'il mérite d'être lu par tout le monde, justement pour pouvoir pousser et nous emmener à cette réflexion que l'autrice amène à la perfection. Ensuite, on va passer sur des romans auto-édités. Et donc le premier, c'est Les Noces d'ombre et de fumée de Olivia Gomez. Priya est une recluse. Elle vit avec ses sœurs dans un monastère, une imprimerie, et un jour, on vient la chercher pour lui dire qu'elle est destinée à épouser le terrible prince Ezio de Siavi. En effet, elle doit lui donner un enfant, mais lui donner cet enfant à un certain prix, puisqu'en fait, la famille a certains pouvoirs, et toutes les femmes qui enfantent et qui donnent naissance à un homme qui a des pouvoirs, enfin un bébé masculin qui a des pouvoirs, perd forcément la vie lors de l'accouchement. Afin de sauver ses sœurs, elle n'a pas le choix, elle va décider d'accepter son destin, mais elle va profiter des quelques instants qu'elle va avoir au palais pour essayer de mener à bien sa vengeance. Son but est assez simple, anéantir la dynastie tout entière. J'ai découvert l'autrice avec ce roman parce que je savais qu'elle allait sortir sur Plume Blanche, Les Thermidors, qui est juste là. Donc un livre que j'attendais avec impatience et du coup pour pouvoir patienter d'avoir cette saga, et je savais qu'elle allait bientôt sortir Les Noces d'ombre et de fumée, je me suis dit bah c'est le moment de le découvrir. À l'époque où j'avais lu cette romantaisie, je l'avais vraiment adorée. J'avais vraiment adoré ce côté female rage qui a à l'intérieur, cette femme battante, ce féminisme et cette sororité mis en avant. C'était vraiment incroyable. Pareil, attention, il y a quelques trigger warnings, mais je crois qu'elle les a écrits dans le livre. Ils sont pas écrits dans les livres, mais vous avez un QR code pour le flasher. Mais sur Amazon, je pense que vous pouvez très facilement les trouver. Mais voilà, il y en a quelques-uns, il faut faire attention. Je sais que moi, il y a des sujets qui sont abordés qui me touchent quelque peu. Je le savais, donc j'ai appréhendé ce livre comme il fallait. Donc ça, c'était parfait. Mais vraiment, c'est une romantaisie qui, je trouve, mérite d'être lue et d'être mise en avant. On l'a vu quand même pas mal passer, mais je trouve que vraiment, je l'ai pas vu assez passer. On l'a vu passer, mais pas assez. Et enfin, pour le dernier livre, je triche un peu parce que si vous l'achetez en version collector, c'est un one-shot parce que vous lisez un livre et vous avez lu les deux. Sinon, je sais qu'en format broché, il est divisé en deux. Donc 2 livres de 400 et quelques pages. Mais je triche un peu parce qu'il est tellement incroyable qu'il faut absolument que je vous présente. Dans cette histoire, vous avez les renardes qui vivent dans une tour, un petit peu une cage dorée. Elles sont en sécurité là-bas, elles ont absolument tout ce qu'elles veulent. Et vous avez les ours. Les ours, eux, qui vivent à l'extérieur de la grande maison et qui sont un petit peu des esclaves. Hein. Clairement, ils doivent travailler dans les mines et rassembler suffisamment de richesses pour faire survivre la maison. Assez jeunes, les parents ont la possibilité de proposer leur enfant ours aux familles afin qu'ils deviennent les potentiels futurs pères des renardes, mais surtout afin qu'ils deviennent les hommes de main à tout faire de la maison et qu'ils réussissent à faire fonctionner justement cette maison. Orok est un ours assez âgé, mais qui voit son frère devenir du coup justement un de ces petits ours qui est vendu comme étant esclave de la maison, hein, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Et donc il décide d'aller lui-même au marché, de se proposer, et il tombe là-bas sur Picta. Picta, une jeune renarde assez boiteuse et qui a un petit peu de mal à trouver son ours justement. Tous les deux vont très vite se lier d'amitié et une romance va commencer un petit peu à s'installer entre les deux. Sauf que voilà, le destin d'Orok est quand même assez tracé. C'est-à-dire que quand on est un ours, on est vendu, on s'occupe des petites renardes jusqu'à ce qu'elles soient en âge de procréer, on fait un enfant et ensuite les ours vont vivre un petit peu dans les sous-sols de la maison quand il n'y a plus besoin de leurs semences, on va dire, pour faire justement fonctionner la maison.
Ce livre a été écrit par R. Onsdorf et je l'ai découvert avec cet ouvrage et vraiment il était incroyable. Il est touchant, il est bouleversant, mais il est aussi très dur physiquement et mentalement. Les personnages sont hyper bien menés, la relation entre Picta et Auroch est hyper bien détaillée, vraiment elle va aller de l'enfance jusqu'à la vieillesse. C'est une histoire de trahison mais aussi de pardon, c'est une histoire de révolte, c'est une histoire il y a tellement de sujets qui sont abordés dedans et qui sont tellement importants. Je les ai trouvés absolument adorables, attachants, touchants, mais je les ai aussi détestés à la fois. Vraiment, c'était incroyable toutes les sensations que ce livre m'a apporté. En plus de ça, le travail éditorial du livre est absolument incroyable. Vous avez des illustrations, vous voyez, assez régulièrement dans le livre. Vous voyez l'évolution des personnages. Vraiment, c'est absolument magnifique. Regardez-moi ça. Bref, vous voyez absolument tout. R. Onsdorf fait un travail éditorial vraiment top et sachez que si vous lisez ce livre, vous ne pouvez pas ne pas être ému en fait par leur histoire. Ce sera donc le dernier livre one-shot que je vous recommanderai et sûrement l'un des plus chaudement recommandés. Si vous n'avez pas lu L'Ours et de la Renarde, allez-y, foncez. Enfin, il n'y a aucune chance que vous n'aimiez pas. C'est tout pour moi, j'ai fini mes quelques recommandations one-shot. Si vous en avez d'autres, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me les recommander vous dans les commentaires. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.